la Biennale de Venise qui me dit, voilà, on aimerait exposer votre chaise sur un pavillon à Venise. Et est-ce que c'est possible? Je dis, ben ouais, c'est énorme. Le gars, il sort de nulle part, il est de Toulouse, il n'a pas de syndrome de l'imposteur à mort. Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que j'ai pas... Enfin, qu'est-ce que je fous là? Kamel, enchanté. Enchanté, Pierre. Bienvenue sur Origine. Merci de votre invitation. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça te va? Avec plaisir. On va faire ça. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Kamel Sekraoui, je suis créatif. Moi, je dis créatif parce que j'essaie de sortir des cases. Donc, des fois, je suis designer, des fois artiste, des fois photographe, des fois entrepreneur. Donc, globalement, je dis créatif. Ok. T'as toujours des projets qui te viennent comme ça et t'as besoin de les... Exactement, et essayer de ne pas se contenter, de dire non mais là je vais pas pouvoir aller là-bas, ou essayer de faire par passion. C'est quoi être créatif aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Créatif, c'est avoir des idées pour essayer de changer quelque chose. C'est trouver ou pas avoir une problématique et se dire ça serait bien de faire ça ou ça. Ouais. Et en fouillant, en regardant, on se dit c'est bizarre, quelqu'un a fait ça mais pas comme ça, et se le faire soi-même en fait, tout simplement, et aller sur un terrain où quelqu'un a été, mais aller un peu plus loin peut-être, avoir sa vision. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus créatives que d'autres? Oui. Oui. Je pense que c'est la façon, une part d'éducation, une part d'entraînement, une part d'inné, d'acquis. Il y a de l'inné, et puis il y a le côté, je vais pas dire hyperactif, mais l'envie de faire des choses aussi, de jouer au Rubik's Cube. Moi, j'aime bien le comparer au Rubik's Cube, de se tordre le cerveau, de dire non, mais c'est pas ça, c'est comme ça, si on fait ça comme ça peut prendre des années sur une idée, mais trouver la solution, là où les copains disent non, mais arrête, ça marchera jamais. Et bien, toi, t'es comme ça, tu as ta tête sur l'idée pour que ça marche. Est-ce que ça, selon toi, ça part d'une pulsion créative? C'est-à-dire qu'on se réveille un matin, tu as l'idée d'une chose, et c'est presque une pulsion où tu te sens obligé de l'accomplir, de réfléchir et de la mettre en pratique. Alors, il y a une pulsion, et après, il y a une satisfaction aussi, une fois réalisée. Ouais. C'est vraiment presque un jeu. Il y a une satisfaction de l'avoir fini, et c'est même dangereux parce qu'une fois qu'on l'a réalisée, qu'elle est en route, qu'elle marche et tout ça, on a envie de passer à autre chose. Alors qu'il faut la faire grandir. Ouais. Un peu comme un arbre, où tu vois que ça y est, il a bien pris, et là, tu as envie de passer à autre chose. Et ça peut être dangereux. Okay. Quand tu te dis créatif, tu m'as donné plein de domaines d'activité. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es plus spécialisé? L'humain tout simplement, et se servir. Alors quand je dis designer, artiste, le fil rouge, c'est quand même trouver des idées pour créer des ponts. Une société un peu compliquée en ce moment, hein. Je sais pas si tu as vu, mais en ce moment, quand tu parles avec quelqu'un, le premier mot qui ressort, c'est compliqué. Ouais. Ça va la famille? Ouais, compliqué. Ça va le travail? Compliqué. Et du coup, comment on peut se servir de la création pour alléger un peu cette société qui est assez plombé quand même, je trouve. Donc, t'as beau te couper des médias, des infos, de la radio, des réseaux sociaux maintenant, et ben t'as toujours une charge comme ça au-dessus. Okay. Donc, essayer d'alléger, donner le sourire par des idées simples. Alors, comment toi, tu donnes le sourire, justement? C'est quoi tes œuvres, les aventures créatives que tu as mis en place? J'ai mis en place, par exemple, le Banaelou. Oui. Le banc Naelou, c'est j'ai pris un banc. On a le temps? Je peux raconter toute l'histoire? Oui, bien sûr, absolument. Alors, c'est sorti d'une problématique. Alors, je le dis pas souvent. C'est sorti d'une problématique. Je me suis séparé avec la maman de mes enfants, chose qui arrive. Et quand tu as les enfants à mi-temps, t'es pas fait pour avoir les enfants à mi-temps, donc tu as un manque vraiment. Et entre chez la maman et l'école, je prenais un Posca, un feutre, et j'écrivais sur le sol, sur le trottoir, des messages d'amour pour mon fils. Okay. Éphémères, qui s'enlèvent avec la pluie et tout ça. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'en France, il n'y a pas un support qui puisse garder les messages positifs pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, plutôt que de graver un arbre, graver un banc sur du bois, taguer un mur, et bien ça fasse partie du mobilier, qui est une personne
qui voient que quelqu'un a laissé un message pérenne. Donc j'ai créé un banc en acier, thermolaqué. Alors c'est un banc parce qu'on peut poser ses fesses, mais moi j'appelle ça plutôt une capsule intemporelle parce que je réunis les citoyens. Je garde les messages pour en faire des bancs et en France on est à peu près, j'en suis à 83 bancs à travers la France et au Canada, et l'idée c'est de semer des mots d'amour comme ça en ville, dans la campagne, au pied d'une église, devant une mairie, vraiment le banc fraternel qui réunit, qu'on puisse voir dans 20 ans que papa a laissé un message ou pour son meilleur ami, ou pour sa chérie. Okay. L'idée c'est ça, il y a un côté interstellaire d'aller dans le futur. Mais c'est du mobilier urbain qui est prévu à cet effet, ou tu détournes ce mobilier urbain? Alors c'est ça le côté designer, c'est que j'ai pris en compte, et le côté artistique, la différence c'est qu'il y a le côté artistique de vouloir laisser des messages d'amour sur l'espace public pérenne avec les citoyens, mais le côté designer de prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de sécurité qui sont obligatoires pour l'espace public. Okay. De pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc les normes de sécurité. Les normes de sécurité m'ont fait retrécir les textes. Je l'ai fait passer aux normes, donc ils m'ont dit la première typographie que j'avais réalisée, elle était trop grande et les enfants pouvaient passer les doigts. D'accord. Donc ils m'ont dit non, si tu le veux sur l'espace public ou sur une cour de récréation, tu dois retrécir les textes. Okay. Donc voilà, le côté designer est là, c'est prendre en compte les arrondis et tout ça. Okay. Voilà. Donc c'est une forme de gravure, c'est ça? C'est découpé dans la tôle. Okay. C'est carrément découpé dans la tôle. Ça remplace les petits trous de l'époque et les messages sont là à vie. Okay. Fixés au sol. Scellé et c'est fait pour durer 30-40 ans. Enfin, Et ce sont des messages dont tu es le seul initiateur, ou il y a une invitation citoyenne à venir aussi utiliser la même technique que toi pour laisser un message? Alors, j'ai créé un site internet qui s'appelle naelou.com où je dis que c'est le premier banc connecteur. Pas connecté avec une prise USB. Ouais. Mais connecteur qui connecte les gens. Okay. Et l'idée, c'est de travailler. Alors c'est rigolo parce qu'en début de semaine là, j'étais dans une maison d'arrêt où on a fait des ateliers d'écriture autour de la fraternité. Okay. Et c'était hyper touchant. Et avec des prisonniers, ouais, pour que le banc soit à la gare de la ville où ils sont. D'accord. Et pour que la famille puisse les voir. Et les personnes, ils ont totalement compris le concept du banc, de laisser un message positif sur l'espace public à la vue de tous. Et c'était hyper touchant, les textes qu'il y a eu, ils sont partis tout seuls sur des rimes. Et la contrainte que j'ai demandé, il faut que le message soit positif. Ouais. Et j'ai fait 83 bancs. Donc sur chaque banc, il y a entre 2400 caractères et 4000 caractères. J'ai jamais censuré un message. Tout le monde joue le jeu de vouloir laisser un message positif sur l'espace public. Okay. Donc ça donne un peu, ça fait mentir les gens qui disent que les gens s'en foutent. Il y a un côté citoyen, patriote, enfin vraiment d'aimer la France, de vouloir laisser un message à côté des briques, à côté du patrimoine. Il y a 15 jours, on l'a fait à Carcassonne, ça m'a touché. Carcassonne, tu vois, une cité médiévale, et faire travailler avec la MJC pour les jeunes et faire un banc Naelou avec leur texte à eux au milieu du centre-ville médiéval à côté des vieilles pierres, ça parle pour les jeunes, tu vois. Et ça, moi, je me régale avec ça. Génial. Et quel type de messages sont portés sur ces bancs? D'amour, de paix, de fraternité? Exactement, c'est ça. Ça paraît un peu fleur bleue, tout ça, mais il y a beaucoup d'empathie et de montrer que ça marche, même si le message n'était pas destiné, juste le fait de le lire, eh ben, ça fait plaisir, ça donne le sourire. Et ça, c'est plaisant que le temps d'un café, d'une cigarette, de se poser, de pouvoir lire des messages comme ça sur l'espace public. Comment ça se passe administrativement? C'est-à-dire que tu montes un projet, tu le présentes à la mairie, il est voté, accepté, et tu le mets en place?
Exactement, c'est ça. Ok. Donc, il faut frapper à la porte des mairies. C'est souvent les citoyens qui le font, ou une MJC qui vient me voir, ou ça va être... On l'a fait à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, avec le bailleur, Erilia, Ouais. et qui m'ont appelé pour le faire. À Montpellier aussi, on l'a fait. Ils ont refait quelques barres d'immeubles, et on l'a fait carrément dans les quartiers nord de Marseille. D'accord. Et c'était magique. Les personnes étaient étonnées qu'on leur demande leur avis. Ouais. Et on a mis des affiches pour dire que tel jour, on venait avec une table, une urne, et on a fait dans les boîtes aux lettres, on a préparé une carte postale avec des messages à laisser à l'écrit. Et ils sont venus poster dans la boîte aux lettres leurs messages. Et je suis revenu 3 mois après avec les bancs. Ouais. Et c'était magique. Il y a tout ça. J'ai créé une page Nailou sur Instagram ou Ok. Facebook où on met un peu l'actualité. Et il y a des images, vous allez voir, mais dans les quartiers nord de Marseille, on est loin de l'image qu'on peut avoir Ouais. des quartiers nord de Marseille si on vient avec de l'amour. C'est con, hein, Ouais. mais ça marche. Moi, je montre que ça marche. On a été très très bien reçus, voire même l'un des meilleurs accueils que j'ai eu. C'est Senti un l'épicier d'à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens, tu veux un café, tu veux ça. Ouais. Enfin, super un accueil. vrai impact sur la vie des gens. Exactement. Et les professionnels qui venaient, le bailleur social aussi, très très bon accueil, loin de l'image qu'on peut faire des quartiers nord de Marseille. Et comme quand je vais dans les quartiers nord de Marseille, eh ben, je leur dis qu'il y a le même banc, pas avec les mêmes messages, dans les campagnes de la France, à Vayres, dans la Creuse, à côté de Limoges, et ça crée des ponts. Ah bon, et tout. Et il y a le même accueil Ouais. à Vayres, au fin fond de la campagne, sur la place de la mairie, Ok. avec un banaïlou. Trop bien. Mm. Et la jeunesse de tout ça, c'était laisser un message à ton fils. Exactement, c'est ça. La problématique, c'était comment ça se fait que on peut pas laisser un message pour la génération à venir. Ok. Et du coup, le nom du banc, du projet, c'est le nom de mon fils et de ma D'accord. fille, D'accord. Naël et Lou, Ok. pour la génération à venir. Donc, personnellement, je mets des mots d'amour, des prénoms comme ça, de la génération à venir, les mettre bien. en avant. Trop bien. Mm. Alors, on a eu un aperçu de ce que tu fais, de tes plus gros projets. Tu as d'autres projets, on pourra en parler. Mhm. Ce qui va m'intéresser, avant de rentrer justement dans tous tes projets, peut-être les futurs de tes projets, la feuille de route que tu as, c'est de parler de ton histoire, de ton origine, nous raconter d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené justement à cette passion créative. Tu étais, par exemple, quel type d'enfant, d'adolescent? Est-ce que tu avais déjà cette appétence pour la créativité et pour le domaine de l'artistique? Waouh, oui, je vais dire déjà l'humour, enfin j'adore rire, faire de l'esprit, on dit aujourd'hui, ça a toujours dit faire de l'esprit, et que ça soit en classe avec les copains, j'aime bien faire rire. L'humour, vivre sans humour, c'est compliqué quand même. Ouais. Je comprends pas les gens qui rigolent pas dans la journée ou qui prennent tout au premier degré. Ouais. Relativiser, c'est de l'humour, quoi. Et si je dois tout dire, ça peut être même rigolo. Alors, il y a un truc que je dois dire avant. Il y a un sentiment que j'aime pas, des deux côtés, c'est la pitié. Ouais. Et j'aime pas avoir pitié et j'aime pas faire pitié. Pour moi, c'est un sentiment qui devrait pas exister. L'empathie, oui, il y a pas grand-chose comme différence, mais entre l'empathie et la pitié, il y a une différence. Et si je raconte des trucs un peu plus personnels, c'est pas pour un mode de victimisation ou le pauvre, machin, chose que je veux pas. Bien sûr. Et au contraire, dire il a vécu ça, c'est peut-être pour ça que Oui. voilà, il est. Et un jour, si je dois dire, à une inauguration, il y a un papy qui vient me voir. Il me serre la main et donc il me dit, il vient, il me dit merci et tout, félicitations. Et il me tient la main, tu sais, le genre de personne qui te tient la main longtemps pour te dire bonjour, Ouais, comme ça. ouais, Donald Il dit, Trump et Macron, voilà, c'est ça. félicitations pour ce que vous faites. Et là, je le connais de nulle part, il connaît un peu mon travail sur Internet. Et il me dit, vous avez dû souffrir en étant jeune. Je fais, et puis c'est bizarre, il y a une personne qui te dit ça. Et je fais, oui, pourquoi Il me dit, parce que il y a le proverbe qui dit, un créatif, c'est un enfant qui a survécu. Ouais. Et vous êtes créatif. Vous êtes énormément créatif. Donc vous avez dû, pendant l'enfance, waouh. Et une personne qui te regarde dans les yeux et qui te dit ça en te tenant la main, c'était assez touchant.
Voilà, ce papy, je m'en souviens encore. Et en fait, effectivement, pour moi, j'ai vécu une jeunesse tout à fait normale. Et c'est les autres qui me disent non, elle n'est pas normale. C'est les autres qui me disent. Donc, je suis né à Toulouse. Et j'ai grandi dans le quartier qu'on dit le Mirail, dit difficile, mais moi je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai très très bien vécu, avec des bons souvenirs, et c'était très très bien. J'ai grandi là-bas. Si je dois tout dire, alors ma mère était témoin de Jéhovah. On va aller jusqu'au bout. Ma mère était témoin de Jéhovah, mon père était musulman, et moi j'ai fini athée. Voilà, et j'ai appris la Bible, j'ai appris un peu le Coran, et voilà, et du coup, pourquoi ça? Et du coup, mon père travaillait, était manutentionnaire à AZF, Okay. Lonia, ça s'appelait à l'époque. Et donc manutentionnaire classique, ma mère femme de ménage, Okay. et famille nombreuse, on vivait avec ma grand-mère, très bons souvenirs, et à l'âge de 6 ans j'ai un grave accident. Okay. Voilà, je sors de l'école, je sais pas, je m'en souviens, je traverse, je regarde à droite à gauche, je traverse pour rejoindre mon frère, et là il y a une voiture qui passe à vive allure, qui sort de nulle part, c'est en plein virage, et bam, qui me percute. Wow. Et là, multiples fractures. Je passe quelques mois à l'hôpital, et en tant que témoin des Jéhovah, j'avais jamais fêté mon anniversaire. Et c'est à l'hôpital, à l'âge de mes 6 ans, que les infirmières viennent avec une petite tartelette et une bougie comme ça, Ouais. et me souhaitent bon anniversaire. Et voilà, c'est des petits détails comme ça qui forgent. Voilà. Ça ne fait pas partie des traditions des témoins de Jéhovah de Oui, fêter les anniversaires. exactement, ni Noël. Ok. Voilà. Il y a une raison à ça? En fait, pas normalement la mort de Dieu, de Jésus, D'accord. du Fils de Dieu. Ok. C'est déjà ça. Et puis les anniversaires aussi, de pas fêter forcément. Ok. Voilà. Alors si je dis ça, c'est parce que voilà, je commençais à avoir un peu d'empathie déjà à l'hôpital. J'ai très 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 bien reçu à l'hôpital. Et après, mes parents se sont séparés. Et mon père est parti en Algérie et a pris 2 de mes frères en vacances. Et au moment de rentrer, il a dit non, mais on rentre pas nous. Donc pendant 10 ans, ma mère, moi, on n'a pas vu mes frères. Ok. Il y a un peu le Jamais ça ma fille, le livre, où ça s'est passé 2 ans avec ma mère, elle a vécu 10 ans. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup, bon, il y a le manque déjà, et de pouvoir rebondir dessus. Ouais. Rebondir, de pouvoir avancer malgré le manque. Ma mère s'est remariée, ça s'est très bien passé. On a quitté le Mirail pour aller à côté, à Colomiers. Et tous les week-ends, je revenais voir les copains. Parce que je m'amusais plus au Mirail qu'à Colomiers. Il y avait plus de choses. Et j'ai jamais été un bandit, j'ai jamais été... voilà, il y avait ma grand-mère surtout. Et si je dis tout ça, c'est parce que après j'ai fait là-bas, après j'ai fait métallerie, parce que l'école m'a dit... alors attends, que l'école m'a dit que j'étais pas fait pour l'école. J'étais très mauvais à l'école, mais en plus... Ah oui, pardon, l'accident, je reviens. L'accident, on découvre que j'ai une maladie, que j'ai des os en plus. Des os en plus. Des os en plus. Ouais. Des exostoses. Ça s'appelle des exostoses. En se régénérant, c'est ça? Ils ont peut-être régénéré. Alors, ils savent pas d'où ça vient. Voilà, ils disent que sûrement il a reçu trop de calcium, trop machin. Donc, du coup, j'ai des excroissances. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je voulais raconter tout ça. Pardon. Et en fait, suite à tout ça, je me fais opérer plusieurs fois dans mon adolescence. Ok. Ça pousse de partout. C'est vraiment des kystes, des tumeurs qui poussent de partout. Et c'était douloureux? C'était douloureux, ça passe sur des nerfs. Alors c'est une maladie méconnue. Enfin, normalement c'est héréditaire. Ok. Héréditaire, mais personne là dans ma famille. Et on a remonté l'arbre généalogique, côté mère, côté père, il n'y a personne qui l'a, je suis le seul à l'avoir. Et quand
On m'opère, voilà, en tout et pour tout, avec quelques accidents de la vie. Voilà, ça fait 35 opérations. Ouais, waouh. 35 opérations. Donc, on apprend le calme, la lecture, tout ça. Les centres de rééducation, beaucoup de centres de rééducation. Voilà. Donc, parcours scolaire difficile, j'imagine aussi. Voilà, parcours scolaire difficile, dyslexique sévère. Ouais. Alors, je redouble le CE2. Je redouble le CE2. Ma sœur, qui a 1 an après moi, on est sur la même classe. Ok. Voilà, on fait CE2 ensemble, CME ensemble, CM2 ensemble, CM2 on déménage. Moi j'ai déjà 1 an de retard. Et là j'ai pas le niveau, on me fait redoubler. Okay. Ma petite sœur passe en 6e, alors que moi je reste en primaire. Mentalement. Ouais, difficile, ouais. Ah ouais, très dur. Et quand tu passes en 6e, t'es censé être le petit frère, ouais. Sauf que t'es le grand frère. Ouais, ouais. Elle est en 5e, toi t'arrives en 6e. C'est fou. Waouh, mentalement très dur. Ouais, ouais. Voilà. Et donc du coup, entre-temps, pareil, au collège, je me fais opérer quelques fois et je redouble la 4e. Voilà. Et là, on me dit, non, mais il n'est pas fait pour l'école. Voilà. Donc, on va le mettre en apprentissage. Voilà. On me met d'abord dans un lycée professionnel, Eugène Montel, qui, ironie du sort, aujourd'hui, je suis le parrain. Et ça, je tenais à le dire. C'est un jour, on m'appelle. Bonjour, on est mail. On est le lycée Eugène Montel. On aime bien ce que vous faites autour du métal et tout. Ouais. On aimerait que vous veniez partager. Putain, c'est énorme. Génial. Et j'annonce à la personne que ben, moi, j'ai fait 2 ans. J'ai dit, mais non, et tout, c'est énorme et tout. Voilà, c'est assez rigolo qu'aujourd'hui, je suis le parrain du lycée. Et après, on me met en apprentissage, métallerie. Okay. Juste pour revenir sur l'école traditionnelle, si tu penses que c'est un cadre qui te plaisait pas, ça t'intéressait peu les cours? Plaisait. En fait, c'était des difficultés d'apprentissage ou des difficultés liées à ton parcours à l'hôpital qui ont fait que ton parcours scolaire a été compliqué? Il y a tous ces facteurs réunis. Il y a tous ces facteurs. J'étais pas fait pour l'école, de rester toute une journée assis à noter, à écouter, à écouter. C'était pas moi. Peut-être. Tu regardais par la fenêtre. Exactement. Côté radiateur. D'aventure et de. Sur le bulletin scolaire, il y avait présent mais absent. Ouais. Voilà. J'étais ailleurs. Voilà, j'étais pas un mauvais bougre, mais voilà, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs à dessiner. Je dessinais beaucoup, à dessiner. Mais c'était pas fait pour moi. Et la conseillère d'orientation, voilà, invite ma mère à faire de l'apprentissage. Elle me met en métallerie. Je fais 2 ans de métallerie, pas terrible. Ça me dégoûte vraiment de la métallerie, alors que j'apprends les bases et tout ça. Et j'arrive au lycée Pierre-Paul Riquet en métallerie. Et là, je découvre. Alors moi, entre-temps, je peignais, j'étais tagueur. Voilà, avec les copains, je peignais. Et Pierre-Paul Riquet au lycée, un jour, il y a un prof absent. Et on me met avec les peintres en lettres. Ok. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que c'est, peintre en lettres. Non. C'est un corps de métier avant l'adhésif, avant le numérique, pour faire les enseignes. Tout le lettrage des magasins, ça revient un peu à la mode. Ouais. Ou la typographie, t'apprends la calligraphie, la typographie à la martre, au pinceau et tout ça. Et je trouve ça génial. Je dis, mais c'est génial. Les devoirs, c'est de faire des affiches de cinéma, des pochettes de CD, du découpage, apprendre la typographie, tout ça. Mais c'est génial. Je cherche sur ce métier-là. Je dis, c'est ça que je veux faire. Je veux être peintre en lettres. C'est génial. Donc, je continue après mes 2 ans de métallerie. Je repars sur 3 ans en peintre en lettres. Okay. Et je pars, voilà, peintre en lettres sur 3 ans. Et là, je trouve une agence à Toulouse qui fait de la publicité. Et je fais mon apprentissage là-bas, qui, ironie du sort, est un joueur du Stade Toulousain. Okay. Donc je me retrouve, moi, le petit Kamel du Mirail, au milieu des rugbymen du Stade Toulousain. Et ça se passe très bien. Et pendant 12 ans, voilà, après l'apprentissage, il me prend en salarié. Ok.
Et je suis graphiste décorateur. Entre-temps, la peinture est arrêtée parce que le numérique arrive, l'adhésif arrive, et voilà. Et du coup, on est graphiste, quoi. On devient graphiste. Ok. Voilà, à faire des panneaux, à faire de la signalétique et tout ça. Et avec tous les rouleaux d'adhésif qu'on avait, le soir, on jetait, il y avait plein de déchets, enfin voilà, de déchets en adhésif. Mais moi, je les mettais de côté. Et le soir, je préparais mes adhésifs, et j'allais dans la rue, sur les bancs, décorer les radars, le mobilier urbain. Voilà, des poubelles, des bancs, sans dégrader. Plutôt que de le faire à la peinture ou de faire un tag. Et là, j'allais en adhésif. De l'adhésif. Ça pouvait se décoller. Exactement. Légalement, c'est pas de la dégradation puisque c'est du sticker. On peut le retirer, ça dénature pas, ça donne vie au mobilier. C'est vraiment plutôt qu'il soit gris ou sombre. J'arrivais, je mettais de la couleur et je me suis fait connaître comme ça en tant que Chat Maigre. D'accord. Voilà. Le nom Chat Maigre, un jour je fais un radar et un article sort sur la Dépêche, et puis une page entière, et le journaliste comprend totalement le message voulu. Coup de folie ou coup de génie, le radar a été décoré sans le mettre hors service, il continue à flasher. Derrière, j'avais bien découpé au millimètre près pour les techniciens et tout, et l'article était bien écrit. Donc je vois le nom du journaliste, je lui envoie un mail, je fais félicitations, je suis celui qui a créé ça. Félicitations, il me dit avec plaisir, si on peut faire une interview. Je fais ok, mais en mode caché. Caché. Voilà. Tu voulais pas révéler ton visage. Pendant des années, Chat Maigre, c'était Chat Maigre, quoi. À quoi bon voir sa tête? Quelle utilité, surtout de savoir qui c'est, qui se cache. Pourquoi? C'est un mystère que tu souhaitais cultiver, ou il y avait une peur de représailles administratives? Voilà, c'était ça surtout, et en sachant qu'on touche un sujet, les radars, quoi. C'est à quoi même si c'est pas hors service, au contraire, c'est de l'embellir. Et l'idée, et puis à quoi bon, quoi, de voir la tête de la personne. Et je m'en souviens, je lui avais dit, je veux pas être connu, mais je veux que mon travail soit reconnu. Et c'était ça. Oui, je veux bien faire l'article pour avoir mon avis, faire une interview, mais la tête, à quoi bon? Donc il n'y avait pas ma tête. Et plusieurs fois j'ai fait des interviews comme ça, et c'est parti comme ça, Chat Maigre, en fait. Pourquoi Chat Maigre? Alors Chat Maigre parce que à la base c'est une expression militaire. Oui, voilà. Ce sont corps d'armée qui sont sveltes, très endurants, qui sont petits et secs. Petits et secs, qui peuvent grimper partout. Exactement, partout. C'est ça. Donc le Chat Maigre, à la base, les copains m'appelaient comme ça parce que ça soit les copains d'enfance et tout ça, je faisais les trucs en douce. Vraiment, quand je dis les trucs, j'ai compris qu'avec le groupe, t'avançais difficilement, et que ça soit avec les filles, en soirée, en concert, que si tu demandais l'avis avec tous tes copains, il y en a toujours ça râle. Ouais, mais non, on va pas aller là-bas. Ah, non, moi j'ai pas envie. Même un week-end et tout ça. Du coup, je faisais tout seul. D'accord. Que ça soit partir en week-end, que ça soit aller en concert, que ça soit aller en soirée. Il les apprenait après. Il dit voilà, il y avait tel anniversaire. Il y avait l'anniversaire de j'ai dit moi j'y étais. Ah bon, t'étais là-bas? Bah ouais, je suis parti, je préviens personne, je le fais, quoi. Putain, mais t'es un Chat Maigre, mais tu l'as fait tout seul. Ben non, mais si je propose, ça râle. Voilà, donc du coup, tu fais tout seul. Et aujourd'hui, je continue encore. Je demande pas l'avis, je fais les choses. Et si maintenant on est une association et tout ça sur différents sujets, il y a le groupe freine. Je trouve que le groupe freine. Donc je trouve que tu avances mieux seul. Donc l'âme Chat Maigre est toujours présente de vouloir passer incognito, et que c'est l'action qui parle plus que la personne. Tu as ce côté solitaire ou solitaire sociable? C'est-à-dire que tu t'aimes bien entreprendre tout seul, peut-être faire des projets tout seul, mais quand même les partager avec les autres. Les partager avec ton premier noyau, j'ai envie de dire. Mais si t'en parles, il y a toujours des personnes, la majorité te dit mais non, vous trouvez d'abord les problématiques plutôt que les solutions. Et ça, ça te fait pas avancer sur le projet, et même sur des problématiques où t'as pas la réponse. C'est sur le chemin que t'as la réponse. Et comment tu vas faire ça? Comment tu vas trouver? Je sais pas encore, mais si on fait ça, je pense que ça va nous donner la réponse sur ça. Donc ça sera sur le chemin qu'on aura la réponse. Et du coup, ça fait freiner la personne. Donc en fait, t'as quelqu'un qui te freine. Je peux te trouver une idée. Quand j'ai proposé les bandes à Elou à des
approche et comment tu vas trouver les personnes, comment tu vas faire participer, comment tu vas faire autoriser les mairies de valider, comment... Enfin, on part pas, on décolle pas dans ce cas-là. Voilà. Et du coup, en tant que chat maigre, ben, tu le fais, quoi. Tu le fais. Et puis, si ça freine, on va trouver une solution et on va passer par la fenêtre. Ouais. Voilà, si ça freine. Et c'est le cas encore pour plein de projets. Et des fois, je vais voir l'adjoint à la culture. Il me dit non. Et ben si je passe par l'élu aux étudiants, et ben ouais, elle va me dire oui, tu vois. Ouais. Et alors que c'est le même projet, Bien sûr. sauf que la personne, elle va avoir un frein, mais il faut pas le prendre pour soi. Bien sûr. C'est la personne qui est comme ça, c'est Ouais. pas contre toi, c'est pas contre. Donc c'est à toi de trouver des solutions et de rencontrer la bonne personne pour que ça avance. Bien sûr. Voilà, dans le même état d'esprit que toi. Je suis d'accord avec toi, je me décrirais comme quelqu'un de créatif. C'est-à-dire que j'étais dans la musique, dans le design également, sur ordinateur. Et en fait, j'aime me lancer tout seul, en solitaire, dans des projets. Parce que généralement, lorsque je parle d'un projet, j'ai peur justement des retours qui vont me bloquer dans mes impulsions créatives. Et généralement, je mets en place ce projet et dès qu'il est à peu près concrétisé, là, je vais le présenter et j'ai l'impression que les feedbacks sont beaucoup plus ouverts une fois que le projet est fait plutôt que sur le brouillon du projet. Je sais pas si c'est ce que tu as voulu C'est exactement ça. non, mais c'est aussi avec cette histoire. Ça. Ouais. Et puis écrire, poser un projet seul. Aujourd'hui, on parle beaucoup de team building, enfin de réunion NIT. On est vraiment sur, je trouve en ce moment, c'est des réunions. Ouais. Et les gens le prennent mal quand je dis non, mais j'ai déjà fait 2-3 réunions, ça avance pas, je suis désolé, je viens pas. Ça saoule. Quand tu fais 5 heures de réunion pour faire du blabla, de la politique. C'est ça, exactement. Dans une entreprise, c'est un frein total. Ouais. Les réunions, et de quoi on va parler? Il y en a, on va faire des réunions de savoir de quoi on va parler. L'autre réunion, on ne s'en sort plus. C'est des réunions qui se répètent. C'est ça. C'est le miroir d'autres. Voilà. Et tu peux être mal vu si tu participes pas aux réunions, alors que tu préfères avancer de ton côté. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et du coup, si je dois reprendre la boîte où je bossais avec les rugbymen, où ça s'est très bien passé. Pendant 12 ans, je bosse avec eux. Le soir, je fais chat maigre. Et puis ça grandit. Petite problématique avec un chef, voilà, où ça se passe au bout de 12 ans, avant que les Valérie Damido arrivent et tout ça, des stickers, je propose de faire des stickers de décoration. On a les machines, on a les rouleaux, et voilà, c'est ça que j'aimerais faire, des stickers de décoration, et les patrons ne veulent pas suivre. Il dit, ah mais non, ça marchera jamais, ton idée de... Donc je crée KLD Design, je crée ma boîte, ma boîte, je pars auto-entrepreneur. Ouais. Je pars seul. C'est comme ça qu'on commence. Voilà, auto-entrepreneur, je me dis, vous voulez pas le faire avec moi, je le fais tout seul. Donc je vais être client de la boîte, je vais vous acheter le matériel, et à côté, je vais aller démarcher les architectes et tout ça pour... voilà, et on part à 3 d'abord pour le faire. Et on monte KLD Design, voilà, et ça part comme ça à la base. Le studio KLD Design part sur une création différente, de faire quelque chose de différent avec les stickers. On a loupé le coche sur internet, des stickers de décoration. Un jour après, c'est devenu n'importe quoi, des bambous, des trucs qu'on connaît tous, même moi je supporte plus. Et du coup, on travaille beaucoup maintenant sur la signalétique pérenne en acier corten et tout ça. On arrête plus ou moins, on continue un peu les stickers, mais sur palissade de chantier et tout ça. Voilà. Pour en revenir sur cette histoire de radar, pourquoi les radars? Pourquoi cet objet? Est-ce que c'est parce que c'est un objet qui crée de l'anxiété chez les gens? On est tous en train de conduire comme ça, on voit un radar, on voit le radar qui s'annonce sur notre GPS, on se dit tiens, on va décélérer, on est presque anxieux de passer devant les radars, ou c'est parce qu'il y a cette action, on en parlait tout à l'heure, peut-être anti-civile, de se dire mais pourquoi on est autant surveillé, pourquoi on est autant fliqué? Ou est-ce qu'il y avait ces messages ou d'autres messages que tu souhaitais faire passer avec ces décorations de radar? Alors, l'idée première, c'est de donner le sourire. C'est vraiment de donner le sourire à la personne qui est dans le bouchon, qui voit un radar coloré, et donner le sourire, égayer la ville. Après, il y a toujours... moi, j'aime bien travailler sur les mal-aimés. J'appelle ça les mal-aimés. Ça va être les poubelles, les bancs,
ça va être des compteurs électriques, ça va être tout ce on essaie de cacher. Normalement, la société veut cacher des trucs comme ça et du mobilier comme ça. Et alors que si on le travaille différemment, ça peut être un peu la vedette de l'espace public, si on le travaille différemment. C'est vraiment un état d'esprit d'envie. Okay. Et je trouve que sur chaque personne, l'image qu'on a, si on creuse un peu, on peut le rendre un peu plus brillant. Voilà, on peut en faire un diamant d'une simple pierre. Et si je dois raconter vite fait une histoire sur les radars, à un moment, j'ai fait un radar en Lego sur Toulouse. C'est-à-dire des stickers posés sur le radar, c'est ça? Non, c'est des vrais Lego. Okay. Si vous tapez radar Lego Toulouse, vous pouvez voir des images. Et j'adore les Lego. Et je vais acheter sur le Bon Coin, dans les vides-greniers, je me fais un amas de Lego, un vrac, ça s'appelle du vrac. Okay. Et je prends le radar au millimètre, les cotes exactes, je prépare des plaques et je viens coller les Lego dessus. Okay. Et une veille de Noël, le 24 décembre, un soir, après le repas de famille, je prends mes plaques et je vais habiller un radar à Toulouse sans le mettre hors service. Voilà. En mode furtif, pendant la nuit. Il était 1h du mat. Il était 1h du mat. Et vraiment, comme si c'était le mien. Je passe un coup d'alcool pour que les adhésifs collent bien, les doubles faces, vraiment propre, quoi. Et derrière, pour les techniciens, je mets du velcro pour qu'ils puissent le retirer. Voilà, je pense vraiment comme si c'était le mien. Okay. Et en fait, ça fait un bruit que j'avais pas prévu. Ça fait un buzz, on dit. Voilà, ça part un feu de forêt, mais totalement à l'internat. Enfin, vraiment, c'est un Lego, c'est repris par tous les amateurs de Lego et un radar, un buzz, un buzz médiatique. Où c'est partagé sur la dépêche, 20 minutes, et là, ça part sur du national et sur de l'international. Ça passe d'un Auto Plus. Je suis en pleine randonnée au fin fond de l'Ariège. J'ai un copain qui me partage sa télé le matin avec Automoto, je crois, sur M6 qui parle. Enfin, voilà, ça, sur des médias. Et en fait, il est retiré par la préfecture. Et on se parle à travers les médias interposés. La dépêche va voir. Tu étais toujours Chamaigre, c'est-à-dire inconnu, anonyme. Exactement, c'est ça. Toujours Personne ne savait que c'était Kamel. Voilà. Ok. Et toujours inconnu. Et on se parle à travers les médias. Et puis, à un moment, le préfet me dit dans la dépêche, j'invite l'artiste à venir boire un café. Okay. Voilà, on a vu que c'était pas de la dégradation. Voilà. Je vais à un rendez-vous, super sympa. Et voilà, loin de l'image qu'on se fait, et très sympa, et qui s'excuse d'avoir retiré les radars. Voilà. Et qui me dit, je m'excuse parce que moi, si sur la dépêche, je dis que le radar est génial, moi, demain, j'ai tous les radars tagués. Je ne peux pas dire médiatiquement que c'est génial. C'est clair. Sinon, mais j'ai vu que je me suis déplacé en personne. Il m'a dit, j'ai vu que c'était super. Qui continuait à flasher. Il m'a dit, moi, j'ai tout à gagner. Le radar, on a reçu des mails de soutien. Pourquoi vous avez retiré le radar? Pourquoi le radar est sympa? Il me dit, jamais j'aurais pensé entendre que le radar est sympa. Donc, vous avez détourné l'image de quelque chose d'antipathique. Pour quelque chose de sympa. Il m'a dit, pour moi, c'est tout gagné, mais on ne pouvait pas le garder. Si vous voulez que ça soit officiel, le garder, et que vraiment, vous pouvez faire les autres radars, il faut aller voir Paris. C'est le ministère de l'Intérieur. Nous, ici, on n'est que petits. Vous avez tout mon soutien, mais on est obligé de retirer. Voilà. Bon, j'ai jamais eu de suite. Voilà. Et du coup, on est devenus copains, j'ai envie de dire. Enfin, très sympa. Et le jour où il est parti, il m'a invité. Il est parti de Toulouse et il m'a invité à son pot de départ et j'avais trouvé ça très sympa de sa part. Génial. Voilà. Mais suite à ça, tu as fait une demande donc officielle pour pouvoir décorer? J'avais fait une demande officielle de jouer le jeu. Et il m'a dit d'aller voir la ville de Toulouse parce qu'ils avaient leur mot à dire. Et j'avais été voir la ville à l'époque et ils m'ont dit non, je demandais même pas d'argent, rien, tu vois. C'est vraiment un soutien une feuille à 4 en disant voilà, à Toulouse on aimerait bien avoir les décorés avoir les radars décorés par l'artiste Chamaigre. Je demande pas 1 euro. Eh bien non, vous pensez bien que c'était et c'est là où c'est triste. C'est qu'on voit que même pour décorer un radar, c'est politique.
Ouais, bien sûr. Tu sais, quand t'es gamin, souvent, je sais pas si tu t'en souviens, moi, quand j'étais petit, t'écoutais les adultes parler à table, fin de table, et puis sur toutes les phrases, à la fin, ils disent ouais, mais ça c'est politique, ouais, non, mais ça c'est politique, ouais, mais ça c'est politique. Et tu comprends pas cette phrase, ça c'est politique. Et en fait, tu comprends quand t'es adulte que un radar décoré, c'est politique. Voilà. Pourquoi ? Parce que à l'époque, c'était Rachida Dati à l'intérieur, et eux, ils n'étaient pas du même bord. On dit non, on va pas faire l'effort de faire un courrier pour Rachida Dati, pour qu'à Toulouse, non. Je fais, mais on peut le faire quand même, ça coûte rien, c'est juste. Et on m'a dit non, on m'a dit voilà. Donc, je suis d'accord. Voilà, pour dire que c'est politique, l'art est politique. Voilà. Du coup, tu as décoré je sais pas si décoré c'est le terme exact. Décoré, décoré. Un seul radar non, 2 radars, à Paris aussi, et Pont de l'Alma, voilà, je pars là-bas. Et ça t'a propulsé en tout cas vers une couverture médiatique, vers une reconnaissance. Mais c'est pas les radars forcément, c'est plus l'ensemble, avec les poubelles, avec les bancs, beaucoup les bancs. Ça t'a peut-être donné cette notoriété justement d'avoir justement plus de projets qui pouvaient s'ouvrir à toi. Ben pour montrer que c'est un ensemble surtout. C'est pas, je m'attarde pas forcément sur les bancs, mais sur le mobilier, et du coup ça m'a fait connaître par des mairies, par des élus, par des MJC qui veulent décorer le mobilier, qui disent ah mais c'est une bonne idée, pourquoi pas faire appel à Chamègre pour nous on a tel et tel mobilier, telle place, ça peut être sympa de le faire participer avec des jeunes, seuls, et du coup j'ai reçu un jour un très bon mail d'un maire de Pont-de-Claix. Pont-de-Claix, c'est une ville ça? C'est Pont-de-Claix dans le 38. Ok. Qui s'appelle on peut dire les noms ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, qui s'appelle Christophe Ferrari, et qui est juste génial parce que il m'a en fait j'ai pas tout dit. Je fais un banc coloré et le fabricant me contacte pour faire une série. Il dit c'est génial ce que vous avez fait sur notre banc, on aimerait faire une série. Et on le présente au Salon des maires à Paris. Top. Voilà, pas prévu du tout. Voilà, l'idée de donner le sourire, je me retrouve au Salon des maires à Paris, sur un stand, un truc, voilà, le Salon des maires à Paris. C'est quoi, c'est un salon dans lequel les maires viennent. Exactement. Choisir le futur du mobilier urbain. Mais pour tout, il y a tout là-bas. Il y a la tenue de la police municipale, des stades, les lampadaires, voilà, c'est une fois par an, et les maires les élus viennent faire leurs courses pour l'année, pour ce qui peut être intéressant pour la mairie. Trop bien. Et avant ça, entre autres, j'avais décoré les ascenseurs de métro à Toulouse. Des cubes gris, je sais pas si tu vois. Non, jamais pris le métro à Toulouse. Alors c'est à l'extérieur, même si tu prends pas le métro, tu le vois. C'est des cubes gris d'ascenseur pour les PMR, les personnes en fauteuil roulant ou les poussettes. C'est obligatoire. C'est gris, c'est pas joli. Voilà, à la base, pour info, j'ai l'histoire, ils devaient tous être transparents, jolis, mais niveau budget, ils n'ont pas pu le faire, et du coup, ils ont fait gris. Voilà. Et j'ai décoré en tant que mobilier urbain ces ascenseurs-là. Et le maire de Pont-de-Claix, avant d'être maire, il était chercheur, glaciologue au CNRS à Toulouse pendant 2 ans. Et il est venu à Toulouse et il a vu ces ascenseurs-là. Voilà. Et entre-temps, il était devenu maire. Et il est au Salon des maires et il voit ce banc. Et il regarde le banc. J'avais fait des cartes postales, des vraies cartes postales en tant que flyer, mais en carte postale, avec une belle photo que j'avais prise. Et j'avais sorti 700 cartes postales pour les 3 jours. Elles sont parties dans la matinée. Les 700 cartes postales, on a sous-estimé la force de frappe. Et quelques semaines après, je reçois un joli mail de sa part en disant voilà, je suis maire de Pont-de-Claix dans le 38 et on aimerait que vous veniez avec nous, pourquoi pas décorer la ville. J'y vais, voilà, en déplacement et réunion avec les élus, à la culture, à la com, à l'urbanisme, autour d'une table. Et il me présente, et il me dit voilà, moi je suis maire. Il présente comment il m'a contacté, il me dit voilà, j'ai vécu 2 ans à Toulouse et j'ai vu les ascenseurs de métro. Il regarde Chamègre, voilà, sur internet, c'est Chamègre qui a fait ça. Ok. Entre temps, il est devenu maire.
Et il tombe sur un stand magnifique, voilà, des couleurs sur le banc. Et il regarde la carte postale, encore Chamègre. Il dit, c'est bizarre, Toulouse. Il me dit, je prends la carte et je vais le contacter. Oui. Voilà, donc pour mettre de la couleur dans la ville. Et il explique ça à ses collègues. Et voilà, et on commence à travailler ensemble. Voilà. Et ça devient génial parce que c'est un peu beaucoup de chômage, et beaucoup de cités là comme ça. C'est Chirol, un peu connu à côté des Chirol, Grenoble, Pont-de-Clé. Et il travaille beaucoup là-dessus. Et il lance un appel à projet au bout de quelques mois, un appel à projet autour du mobilier urbain, de la création, autour de la science. Et il dit, ben voilà, vu la création que vous avez, que vous faites, on aimerait bien que vous répondiez à cet appel à projet. Je fais, mais moi je suis pas designer. Moi je me sers du mobilier existant. Ouais. Donc je peux pas m'approprier, dire que je suis designer si je me sers que à mettre des stickers. Parce que là ça devient le moment où les mairies vont te payer pour ce travail. Exactement. Voilà. C'est là où je passe du côté artiste de vouloir colorer la ville, l'esprit des gens avec de la couleur, en changeant la forme du mobilier. Ouais. Et je dis voilà, que moi je suis pas designer, j'ai pas fait d'études pour ça. Voilà. Et du coup, il me dit ah ben c'est dommage, voilà, ok, mais ça m'intéresse quand même. Ouais. Le projet est génial autour de la fête de la science, autour du mot échelle, et voilà que je réponds. Voilà. Entre-temps, on est deux. C'est là où KLD arrive. Et ton entreprise. Mon entreprise arrive et je passe au KLD où j'emploie un designer. Voilà. Et ensemble, on travaille le mobilier avec voilà, la forme et tout ça, les contraintes, le budget à pas dépasser, l'enveloppe et tout ça. Et je sors une série de chaises autour du mot échelle. Et il y a une échelle en forme d'échelle qui s'appelle la chaise étoile. Okay. On peut s'asseoir et on peut monter aussi dessus. Un peu le clin d'œil au cercle des poètes disparus. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je l'ai regardé. Voilà, cette scène mythique où professeur Keating invite les élèves à monter sur la table. Ouais. Moi, ça m'a marqué. C'est un film qui m'a marqué. De voir la vie différemment, de pas se contenter une fois que vous avez l'impression d'avoir tout vu, prenez un peu de hauteur et allez voir de l'avant. Et cette chaise étoile, c'est un peu ce clin d'œil de mobilier urbain, de voir la ville différemment. Ne vous contentez pas de rester assis, allez prenez un peu de hauteur. Okay. Et ça a été validé. Je gagne l'appel à projet avec différents mobiliers dans la ville. Là, ta technique change, c'est-à-dire que tu passes d'un mode de sticker, pour résumer, un mode de designer. C'est ça. Du design du mobilier urbain. Et les 2 ans que j'ai fait de métallerie me servent. Merci les études. C'est ça. Voilà, moi qui a freiné pour être peintre en lettres, graphiste, qui a arrêté, je vois que quand je vais dans les ateliers pour étudier la forme, la résistance, les normes de sécurité, les soudures et tout ça, ça me sert vraiment. Ouais. Et là, c'est pour ça que j'ai voulu le dire au début, ça ne sert pas à rien ce qu'on fait sur le parcours. Bien sûr. Et ça me sert. Et du coup, on gagne l'appel à projet, on fabrique les chaises. Et là, on reçoit un mail de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne qui dit, voilà, on lance un appel à projet de prototype. Est-ce que ça vous intéresse d'exposer votre chaise poétique, la chaise étoile? Ah ben, carrément. Et là, on joue dans la cour des grands. Ouais. Il y a les grandes marques qui viennent présenter leur nouveau projet. Et t'as KLD Design. Personne n'a entendu parler. Voilà, anciennement Chamègre. Voilà, qui vient avec sa chaise, ses 3 mobiliers, chaise étoile, et on vient exposer ça au milieu. Je crois qu'il y avait 14 ou 15 prototypes, bande d'essai, ça s'appelle. Ok. Et les gens peuvent voter. Voilà, sur internet, les gens peuvent voter. Donc on arrive vraiment incognito. Ouais. Et là. On gagne le prix public. Trop bien. Les gamins s'amusent dessus, montent, descendent, les parents s'assoient. Enfin, t'as envie de grimper une fois qu'elle est en ville, t'as envie de monter pour tout âge, les ados. Que je me la représente, c'est une chaise de taille normale?
C'est une chaise de taille normale. Tu peux t'asseoir dessus. Ouais. Et derrière, tu as une échelle qui monte et qui redescend de l'autre côté. D'accord. Qui s'appelle la chaise étoile. Ok. Et une espèce d'arche comme ça? Non, parce qu'elle est toute droite, elle est en pointe, comme ça. Ouais. Et tu as une assise qui fait 700 par 700. Okay. Et derrière, tu as des barres. Ouais. Et avec des formes très très simples pour que ça rentrait dans le budget. Le budget n'était pas énorme. L'enveloppe allouée à ça. Donc, il ne fallait pas partir sur des arrondis, sur une étude énorme et sur une fabrication qui prenne trop de temps. Et du coup, elle est très très simple. Ok. Donc du coup, on gagne le prix public. Ouais. Elle est exposée à Saint-Étienne, mais elle est fixe. Si vous allez à Saint-Étienne, elle y est. Ouais. Ils l'ont achetée. Personne ne peut la voler. Personne ne peut la voler, elle est fixée au sol. Et puis on a quelques achats avec des promoteurs, avec quelques villes de cette chaise-là. Sur les jeux d'enfants aussi. Parce qu'une certaine hauteur, tu es obligé de mettre un sol souple en dessous quand tu dépasses le 1m70. Et parce que c'est quelque chose que les enfants adorent. Exactement. Donc partout où elle est, tu dois mettre un sol souple en dessous, des écorces, voilà, pour amortir en cas de chute. Ouais. Voilà. Et là, après, je l'expose à Paris, au Jardin des Tuileries. Ok. Qui s'appelle Jardin. Ça se passe à fin juin. Où pareil, ils font tout un étage où il y a plein de prototypes. Et elle est exposée à Paris, au Jardin des Tuileries. Et après, je l'expose à New York. À Wanted Design à New York, sur le pavillon français. Ouais. Et suite à ça, quelques mois après, on me propose aussi de la présenter au pavillon. Ça s'appelait le savoir-faire français, métier d'art et savoir-faire français, où elle est encore exposée à New York. Ok. Et du coup, elle est exposée 2 fois à New York, à Paris, à Saint-Étienne, alors que j'ai pas de diplôme de designer. Ouais. C'est juste sur le tas. J'apprends sur le terrain. Bien sûr. L'expérience, les services techniques, les fixations, spité au sol. J'ai tout appris sur le terrain. Les normes de sécurité, le thermolacage, tout ça, voilà, la résistance et tout ça. La qualité, bien sûr, de l'acier, les inox et tout ça. Et j'apprends tout ça en tant que, voilà, donc je peux dire aujourd'hui designer par rapport sur le terrain. Et voilà que me voilà à l'international, à New York. Ouais. Et quelques mois après, je reçois un joli mail de Venise, la Biennale de Venise, qui me dit voilà, on aimerait exposer votre chaise sur un pavillon à Venise. Et est-ce que c'est possible? Je dis ben ouais, c'est énorme. Le gars, il sort de nulle part, il est de Toulouse, il n'a pas de syndrome de l'imposteur à mort. Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que j'ai pas enfin, qu'est-ce que je fous là? Enfin, voilà. Et puis quand je dis aux personnes que ouais, j'ai du mal à dire designer au début, tu vois, parce que j'ai pas les diplômes. Donc je dis pas designer. Pour moi, dans ma tête, t'as pas les diplômes, t'es pas. Ouais. Et je suis un passionné. Voilà, moi c'est un amateur passionné. On me dit mais tu vis de ça quand même. Ben, tu peux dire que t'es designer. Bien sûr. Et c'est les gens qui m'ont travaillé la tête pour que je dise designer. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, voilà, tu me dis qu'est-ce que ça fait bizarre de dire voilà. Même aujourd'hui, t'arrives pas à te mettre dans les bottes du designer? Là où j'ai un peu de mal, c'est que quand tu dis les gens attendent à avoir quelqu'un dans des cases. Quand tu dis designer, le cliché du designer. Quand tu dis artiste, le cliché de l'artiste. Et pareil pour tout le reste. Quand tu dis que tu as grandi au Mirail, les gens t'attendent à un cliché, quoi. Alors que pas du tout. Designer, pas du tout. Enfin, voilà. Patron, tu vois, je suis patron. Est-ce que j'ai une gueule de patron? Voilà. J'aime pas être dans des cases. Okay. Voilà. Il y a quelque chose qui me vient comme ça, qui est très curieux. Tu racontais au début de ce podcast qu'il y a quelqu'un qui t'a serré la main, qui t'a regardé dans les yeux et qui t'a dit « Toi, tu as souffert, ça se voit dans ton travail, dans ton art. » Est-ce que justement, avec ce que tu viens de nous raconter et ce que tu crées aujourd'hui, justement, est-ce que toi, tu sens justement une extrapolation de cette souffrance que tu as eue quand tu étais gamin? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as vécu quand tu étais enfant t'inspire dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Totalement. Donc ce monsieur avait plutôt relativement raison. Exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu le dire. Et après, il s'est passé quelque chose de fort.
Quand j'ai eu un grave accident, alors j'ai eu plusieurs accidents, ligament croisé sur un accident de vélo, ligament croisé l'autre genou en ski, et cheville aussi, et tibia, et le bras aussi. Et un jour, je suis en train de prendre les côtes sur une échelle, je tombe, je me casse les 2 bras. Et 6 points sur le menton, je me ramasse par terre, l'échelle était penchée, et je tombe sur l'angle du trottoir, le Joe Lamafre. Ouais. Je tombe sur l'angle du trottoir, et pas à la hauteur d'une porte, et je me casse les 2 bras. Pourquoi je dis ça, tu vas voir. Et donc les pompiers arrivent, hôpital, et on m'opère. Les gars ils font la radio, mais là fracture de l'eau les crânes, pareil de l'autre côté. Ouais. Là vous mangez plus, vous buvez plus, vous passez au bloc. Et on m'opère. Et le lendemain de l'opération, donc je suis comme ça, j'ai la perfusion ici, les bras, je peux plus me servir de mes bras. Le collègue qui vient me voir le matin, parce que ça s'est arrivé au travail, la boîte où je bossais, il vient me voir, on attend comme ça, on attend vibrer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon ancien collègue est pompier volontaire, et là son téléphone, plus de réseau, il comprend pas, plus de réseau. Et il s'en va, il se passe un truc, c'est bizarre, il s'en va. Ok. Et là, ma mère rentre en pleurs. Et puis moi, je croyais que c'était pour moi, tu vois. Je fais, mais maman, t'inquiète, ça va et tout. Dans la nuit, je m'étais fait opérer. Et puis elle est en pleurs, elle fait, mais non, en bas, il y a du sang partout. Il y a des gens avec des figures déchiquetées et tout. J'ai eu l'accident un jour avant que AZF explose. Le jour où l'explosion de l'usine AZF, je suis à l'hôpital Turpan, et je venais de me faire opérer. Et ma mère, qui a eu du mal à rentrer à l'hôpital pour me voir, voit toutes les personnes qui rentrent aux urgences avec des morceaux qui pendent, enfin des trucs atroces. Et les jours passent, et je vois à la télé comme ça, et je vois mes infirmières, je suis au service traumatologie, et je vois les infirmières à la télé, mes infirmières comme ça, tu vois, de mon service. Donc voilà. Et si je dis ça, c'est parce que le docteur me rate. Il me met des broches des 2 côtés. Entre-temps, je vais faire ma séance de kiné. Et j'ai presque envie de le montrer, mon bras, parce qu'aujourd'hui, je le cachais. Enfin, avant, je le cachais. Pendant 20 ans, je mettais que des manches longues. Ouais. Et aujourd'hui, je porte un peu comme voilà, je me suis fait opérer plusieurs fois suite à la maladie, suite à l'accident. On m'a retiré un morceau de radius pour me le mettre là. Enfin, j'ai eu 4 accidents sur ce bras. Okay. Et je suis gaucher. Je suis gaucher. Voilà. Et je suis gaucher. Donc il me rate, et la kiné elle me le pivote comme ça, pronosupination, bam, il se déboîte, je veux le voir. Et là, avec les radios, il me dit, oh putain, j'ai mis la broche trop loin, il y a le radius qui saute, ça déboîte, faut le repérer et tout, fait chier et tout. Il me parle comme ça, il appelle son infirmière, sa secrétaire, oui, docteur machin, à la trauma, il me faut un lit pour lundi. Ouais, moi aussi, ça m'emmerde, moi aussi. Enfin, il s'en est foutu, en fait. Vraiment, il s'en foutait. Ouais, on parle de voiture, là, non? Voilà, c'est ça. Et là, à un moment, j'avais l'impression d'être dans H. Tu te souviens de la série H? Non, ça me parle pas. Avec Eric et Ramsey, Jamel Debbouze, H, ça se passe dans un hôpital. Oui. Voilà. Ouais. Il m'apprend qu'il m'a raté mon bras, que je suis gaucher, que j'ai déjà eu des antécédents, mais j'ai quand même passé des mois et des années de rééducation sur ce bras. Il m'apprend qu'il m'a raté le bras. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, un autre docteur, un autre jeune. Il dit, il raconte la soirée d'hier. Putain, il rate sans me frapper comme ça. Il vient de m'apprendre qu'il a raté le bras. Et là, il me dit, et l'autre, il fait, ouais, t'étais pas là hier soir. Mais non, j'ai pas pu venir. Ah putain, t'es machin monté sur la table. Au lieu de dire, écoute, tu reviens, on se voit tout à l'heure au café, s'il te plaît. Et en fait, sur toute la longueur, il s'en est foutu. Il me re-opère. Il me reloupe. Voilà, pour une simple broche. Et je garde l'handicap aujourd'hui. Je garde l'handicap. De la pronosupination, voilà, c'est ça? Exactement. Je suis obligé de lever à l'ordinateur, au vélo. Okay. Je peux pas, voilà. À cause de ça. Et donc, je l'attaque. Je porte plainte en justice. Ouais. Même pas qu'il m'ait raté. Il me re-rate.
je devais passer une nuit à l'hôpital et je passe une semaine parce que les infirmières ne voulaient pas me laisser partir parce que le docteur n'était pas passé. Mais c'est pas moi personnellement, il était comme ça avec tous les patients. Ouais. Et les infirmières n'en pouvaient plus parce qu'ils partaient dans le privé. Voilà. Donc je porte plainte. Contre lui, contre l'hôpital? Moi, je voulais contre lui. Voilà, je voulais contre lui, mais mon avocat m'a dit que c'était contre l'hôpital et tout ça. Et en fait, moi, je voulais signaler. On peut pas s'en foutre de ça. On peut pas s'en foutre on est des patients quand même. Et il me rorate pour un truc simple et tout ça. Et pas de suivi et tout ça. Et j'ai un dossier comme ça qui montre que c'est une erreur médicale. Les radios, les autres docteurs qui m'ont repéré derrière, qu'une erreur, le kiné. Enfin, j'ai un dossier comme ça. Ouais. Et je pars en expertise. Voilà, un expert à Montpellier. Je vais voir une autre expertise. Lui, il me dit que c'était le docteur. Il dit que c'était ce que j'avais avant, les conséquences d'avant suite à la maladie. Voilà. Et l'expert, en fait, il me prend le bras, il regarde et tout. Je lui parle de la maladie exostosante. Il me dit la maladie que vous avez, qui l'a chez vous, qui connaît, maladie rare. Et je lui dis personne. Je lui dis personne là. Exclusivement héréditaire, la maladie. Pas que. Pas que, ok. Pas que héréditaire. Et c'est là où c'est que il me dit personne là chez vous, ok. Alors voilà. Et là je lui dis non. Il me dit c'est bizarre, ouais. Alors si personne là chez vous, ben votre père il doit être agriculteur ou vigneron parce que c'est souvent des maladies avec les produits chimiques, voilà, des produits, les engrais, tout ça. Ouais. Et il me connaît pas tu vois, c'est juste mon état de santé, voilà. Il me dit ça, voilà. Donc je fais ben non, mon père était pas agriculteur. Et là gros blanc, je fais ben non, il travaillait à ZF. Et là, il me regarde avec ses petites lunettes, il fait eh ben, cherchez pas plus loin. S'il travaillait pendant 20 ans dans les engrais sans protection respiratoire, il se peut que, voilà, que ça a fait génétiquement modifié. Et voilà, donc il me dit cherchez pas plus loin. Jamais on va pouvoir le prouver. Ouais. Jamais ça va être trop long ou accuser machin, nanani, c'est pas la peine. Parce qu'il voulait remonter à la société qui employait ton père? Ça se peut. Il n'y a rien qui va le prouver. Il n'y a rien qui... Mais si dans l'arbre généalogique où tu remontes, où tu as questionné les grands-parents, il n'y a personne qui est au courant de ça. Ouais. Et de cette maladie, tu n'as aucun frère qui l'a, tu n'as personne. Et voilà, personne là. Aujourd'hui, mon fils, il a. Ok. Voilà, c'est vraiment héréditaire. Ouais. Mon fils a cette maladie et personne là avant moi. Okay. Voilà. Donc... il me confirme, il me dit que c'est peut-être ça là. Donc, du coup, voilà que le jour d'explosion d'AZF, eh bien, je me retrouve là, et en sachant que j'avais déjà un mois presque, tu vois, quand ça a explosé. Après, je sortais avec mes 2 bras cassés, avec les 2 plâtres, tu sais, les gens disait mais c'est AZF parce qu'il y a eu plein de malades, tu te promenais dans la rue, tu sais, t'avais des béquilles, t'avais plein plus que la moyenne des blessés d'AZF, des gros blessés lourds, et moi j'étais avec mes 2 bras cassés et il me dit c'est AZF, il s'est passé un truc. Et non c'est pas AZF. Sauf que ça m'a sauvé la vie quand même cet accident, parce que je suis tombé d'une échelle un jour avant. Mais le jour d'AZF, je devais être au Mirail, chez Peugeot Mirail à l'époque, et je devais faire la décoration des vitres. Okay. Donc à l'heure où ça a explosé, tu as évité à 10h, j'ai évité quand même. Je me suis cassé 2 bras avant, mais j'aurais pris les vitres en pleine face. Ouais. Et le Peugeot Mirail, c'est au bord de Rocade, c'est à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau. L'AZF, tout a explosé. Donc dans mon malheur, c'est quand même une étoile. Voilà. D'avoir je le prends comme ça, moi je le prends comme ça, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà. Je me souviens d'une anecdote personnelle pour les attentats de Nice. Mon pote devait venir me chercher à l'aéroport de Nice pour m'emmener voir le feu d'artifice. Il avait 1h30 de retard. Je l'ai attendu. Il y a des petits événements parfois qui te font justement échapper à des événements qui peuvent être traumatisants. C'est ça, en tout cas. Et donc du coup je le vois côté positif, j'ai envie de dire. Et ça s'est passé aussi une autre fois où ligament croisé en ski, je me fais les ligaments croisés
et un dimanche. Et le mardi soir, j'avais prévu avec mon frère d'aller prendre 2 billets pour aller en Thaïlande. Ok. Voilà, mon frère il me dit c'est génial, la décor et tout, viens on y va, ok. Donc j'y vais pas, je l'appelle, allô, je peux pas venir, il y va tout seul pour fêter les fêtes de fin d'année là-bas. Et ben il prend un tsunami sur la tête. C'est énorme. Sauf que lui, il est de la nuit, il se lève tard. Ah, ça s'est passé le matin, à 10h et quelques aussi, comme à ZF d'ailleurs. L'époque du grand tsunami, là, exactement. Qu'il y avait, Thaïlande, Indonésie. C'est ça, Phuket, machin et tout ça. Il y avait mon frère là-bas. Et lui a dit, quand ça s'est passé le matin, il dormait encore. Alors que moi, je suis pas du tout de la nuit. Je me lève très tôt pour être en bord de mer, terrasse, prendre le petit déjeuner au soleil. Ouais. Et c'est clair que j'aurais été en bord de mer à l'heure où le tsunami est arrivé. Donc dans mon malheur, un ligament croisé, ça m'a quand même sauvé la vie. Ouais. Et voilà, c'est assez rigolo entre guillemets. Incroyable. Mais d'avoir des étoiles, voilà. Ouais. Dans le malheur, essayer de voir le côté positif dans les accidents. Curiosité sur cette procédure judiciaire, justement cette expertise médicale par rapport à ton avant-bras. Quelle a été la finalité de tout ça? J'ai perdu. J'ai perdu malgré un dossier comme ça. Il y a tout qui prouvait que c'était depuis cette opération-là que je garde l'handicap, que je m'en servais très bien avant, que voilà, les radios, les autres docteurs et tout ça. Mais un docteur n'a pas droit, enfin, n'est pas obligé de faire à 100% un rendu. Voilà. Et moi, c'était même pas le fait que je garde un handicap, c'est le fait que ça en est foutu que je voulais mettre en avant. Voilà, c'était pas... voilà, donc classé sans... Enfin, j'ai perdu tout simplement. Malgré le très bon avocat que j'avais. Et le dossier béton. Un dossier béton, comme quoi, des fois, la justice... voilà. Ouais. On va arriver à la fin de cette interview. J'en ai encore deux questions qui me viennent comme ça. La première, c'est... Pour revenir justement sur ton métier de créatif, ma question, elle est adressée soit à toi personnellement, soit à tous les créatifs. Est-ce que le créatif est limité par la technique? C'est-à-dire qu'on va avoir l'idée, mais d'un point de vue technique, c'est compliqué à mettre en place. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé où tu as une superbe idée et tu te dis comment je vais l'accomplir? On a presque les deux hémisphères du cerveau qui rentrent en bataille là. Et c'est un peu ça le charme du créatif, comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de faire coordonner la matière et la pensée. Là où d'autres vont s'arrêter avant, de dire non mais c'est pas possible, c'est bon. Et bien l'idée, l'artiste ou le designer, enfin le créatif, va se travailler le cerveau un peu plus pour dire que ça passe. Pour dire, essayer de le faire trouver exactement une porte B pour atteindre l'objectif. Et j'ai tellement eu de freins, je crois, gamin et adolescent, et sur ça, tu essayes de trouver des solutions. Et j'en ai fait un peu mon état d'esprit quand j'ai monté la boîte KLD Design. Ça veut dire toujours calibre d'esprit. K, trait du nom, libre d'esprit, et aussi le calibre, le flingue, mais d'esprit, c'est-à-dire t'as un mental d'acier. Voilà, il y a un côté philosophique derrière, mais c'est de travailler vraiment la matière grise avec l'esprit autour du design, et on fait ce qu'on veut, on est libre d'esprit autour du design, et on s'arrête pas sur des contraintes. Est-ce que c'est un muscle que tu travailles? C'est-à-dire, je sais pas, tu te fais des exercices créatifs parfois? En te disant, tiens, je regarde ce mur, à quoi il peut me faire penser, ou ce lampadaire, à quelle histoire il peut me faire penser? Alors, c'est un peu en permanence. Quand je dis en permanence, c'est presque une maladie, parce que souvent, je peux te parler, les proches, ils le savent. Toi, tu pars ailleurs dans ton imaginaire. C'est ça. Alors, comme l'élève qui regarde à travers la fenêtre. Des fois, c'est flagrant. Il y a des personnes qui font, non, mais ma fille... D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil. Elle m'a dit le plus beau chambrage qu'elle m'a dit. C'est parce que des fois, mon fils, il me reprend. Il me dit, mais papa, ça y est, on l'a perdu. Ça y est. Ça y est. Et il fait, papa, ça y est, on l'a perdu. Et puis, un jour, ma fille m'a dit, papa, il est comme le petit prince, il est sur sa planète. Et j'ai trouvé ça beau. Et ils savent que je suis là, mais pas là. Et c'est tout le temps, en fait. Voilà, il y en a qui appellent ça...
TDAH, mais j'y crois pas, peut-être. Enfin, voilà, c'est un peu à la mode d'être TDAH, machin, mais c'est juste créatif. Enfin, c'est juste essayer d'avoir la tête ailleurs. Ouais, planer. Okay. Avant, ça se disait de planer. Ouais, ça marche. Mais on est ailleurs. Ouais. Dernière question, à quoi ressemblent tes futurs projets, feuille de route? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? C'est surtout ça. Alors, en cours, enfin, l'idée, c'est j'ai envie de rassembler. J'aime vraiment rassembler, de trouver des ponts. Et là, c'est sur une problématique. J'ai lancé un site internet qui s'appelle La Bonne Mairie. Okay. Et qui est, je travaille beaucoup avec les mairies sur les services techniques, avec du mobilier. Et je me suis rendu compte que soit c'est rempli de matériel, tellement qu'ils savent pas quoi en faire, voire même ils jettent des trucs utiles parce qu'ils savent pas quoi en faire. Et de l'autre côté, tu as des petites mairies qui galèrent à trouver 3 sous pour s'acheter. Ils disent, le budget cette année ça passe pas, on va attendre l'année prochaine ou dans 2 ans. Du coup, j'ai trouvé une solution, un site internet type Le Bon Coin. Trop bien. Et pour mettre en contact les mairies, un peu de solidarité, je trouve que ça manque. Okay. De solidarité pour quelqu'un qui est une mairie qui a du matériel en trop, qui le mette sur cette plateforme, La Bonne Mairie, pour qu'une autre mairie puisse venir le chercher ou le vendre, se faire 3 ronds. Voilà, il y a une valeur. Ouais. Et à acheter, donc il y a un côté solidaire, d'aider la mairie à côté, économique, d'acheter moins cher ou de vendre. Et puis écologique, bien sûr, de ne pas jeter et de le réutiliser un matériel. Donc ça s'appelle La Bonne Mairie et ça me demande beaucoup de temps en ce moment. Donc c'est lié au design, c'est lié au matériel urbain, c'est lié, et on est sur un autre support qui est le support numérique. Ouais. Et avec plaisir de faire participer toutes les mairies qui galèrent un peu, même qui ont du truc en plus. La Bonne Mairie. Okay. La Bonne Mairie, et d'où ce nom, La Bonne Mairie, qui s'occupe de l'autre, qui est un peu empathique. Il faut se serrer les coudes, je crois, en ce moment. Et on en est sur 90 adhésions. Trop bien. Voilà, bravo. De mairies qui ont compris qu'il faut se serrer les coudes. Ouais. Et nous, on va mettre la lumière sur ces villes qui aident les autres mairies. Et toi, tu apportes ta touche toujours artistique dans ce processus de mise en relation? C'est-à-dire que tu rénoves, tu designs, Alors, non. Ça pourrait être une option, non? Alors, pour tout te dire, j'ai trouvé une solution. Cette solution-là, pour aider, parce que c'était sur un constat, sur le terrain, et je me suis dit, on va les adhésions pour les mairies, c'est gratuit jusqu'à 2000 habitants. Okay. Et après, c'est une petite adhésion, c'est 300 €, 400 € selon le nombre d'habitants, donc c'est le prix d'un forfait téléphonique. Et cet argent-là, on va s'en servir pour faire la plancha social club, pour faire du nailou, pour mettre des mots d'amour, pour faire la plancha, pour acheter de la nourriture, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie de frapper au port pour des subventions. On se dit que si la mairie participe pour être sur le site, il va gagner de l'argent en vendant des kangous de la police municipale, du mobilier, des trucs encore, des paniers de basket et tout ça. Et bien l'adhésion va aider aussi à des projets citoyens. Trop bien. Faire avancer la société comme ça. Du coup, voilà, ça s'appelle Aux âmes citoyens. Voilà, je le dis pas trop mais ça s'appelle Aux âmes citoyens, et faire marcher la matière grise et montrer que l'entraide, se serrer les coudes et aide. Voilà. Excellent. Merci, j'ai adoré cette interview. Ton parcours est fascinant. Comment les gens peuvent en apprendre plus sur toi, redire tes sites internet, tes réseaux sociaux? Kamel Sekraoui, j'ai tout réuni d'un site. On me dit, mais t'es là, on sait pas ce que tu fais. Ou tu rediriges vers tes différents projets. Exactement, voilà, il y a différents projets dessus, le contact et les réseaux sociaux, mais je suis pas à fond, voilà, une fois par semaine, je crois, ou une fois tous les mois, et ça demande du temps d'être les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est toute personne qui a envie d'une société, ça paraît cucu, mais d'une société meilleure, où chacun peut, par son action autour de soi, faire du bien,
Voilà, moi je compare souvent à la petite mamie qui va fleurir son balcon, le géranium rouge sur son balcon. C'est beau ça. Eh bien, c'est aussi du street art. C'est aussi, voilà, c'est une action citoyenne de fleurir. Donc ça a toujours existé, de faire du bien à la ville, de faire du bien. Voilà. Et si on se réunit tous, je crois qu'on peut se serrer les coudes. Je crois que c'est l'un des aspects. Tu parlais de multi-projets ou de. Tiens, tu te disperses un petit peu, mais je crois que c'est le propre du créatif, c'est qu'il est toujours sur plein de projets en même temps. Mais il y a un fil rouge quand même. Un fil conducteur. Voilà, il y a quand même un fil conducteur où tout est lié. Et encore, voilà, la Plancha Social Club, qu'on n'a pas parlé vite fait, c'est juste une remorque que j'ai créée pendant le confinement avec ma plancha pour l'attacher au vélo et faire des maraudes. Excellent. Voilà. Et à la base, c'était juste comme ça. Et après, c'est parti en association. Et maintenant, on est plein de bénévoles. C'est tous les vendredis, des fois le samedi. Et ça avait été plus loin parce que maintenant, on va même dans les hôpitaux et aux maisons des femmes offrir. Voilà, pas que les sans-abri, donner le sourire aux aides-soignantes, aux infirmières, le temps d'un repas, on partage des moments. Voilà. Excellent, merci. Merci à toi, merci de cet accueil.